Salut tout le monde, je m'appelle Jean-François Gauthier. Aujourd'hui, on va entamer la deuxième et dernière partie de la création de mon jeu Goldblivion. Donc, on a vu dans une première partie que je vais mettre ici que j'étais passé par 8 étapes où j'essayais de traîner une mécanique qui était fluide à travers différents thèmes. J'ai essayé du joueur contre joueur, du placement d'ouvriers, de l'exploration de tuiles. On va voir ensemble aujourd'hui quand s'arrêter sur une mécanique, quand s'arrêter sur un thème. On va voir aussi que j'ai eu à affronter certaines contraintes par rapport au mouvement woke que je m'attendais pas. Donc c'est une longue démarche, créer un jeu de société, mais il faut juste jamais abandonner. Projet Torgal! J'étais un fan de Torgal à l'adolescence et j'avais envie de reprendre cet univers qui mixe viking, mythologie. Torgal, c'est un peu un Conan avec un peu moins de stéroïdes puis plus de magie. D'ailleurs, je vous conseille vraiment de lire la BD Les Archers de Torgal, ça reste ma préférée. J'avais réussi à signer de quoi avec ceux qui ont la propriété intellectuelle de Torgal. Donc j'avais ramené les personnages de Torgal dans le jeu Goldblivion War. Comment j'avais réussi à rendre ça cohérent? Souvent dans les BD, on le voit, il essaie de devenir un fermier, il essaie de laisser tomber l'aventure, puis d'élever son fils Jolan, de se créer une petite maison sur le bord de la mer. J'avais imaginé qu'il y a des réfugiés qui débarquaient sur leur côte puis qui demandaient de l'aide parce qu'il y a un mal qui rongeait le pays. Ils devaient défendre contre ce mal-là, créer une ville pour les réfugiés. Il devait ensuite créer une flotte et une armée pour aller combattre ce mal. Il vivait l'aventure malgré lui, un peu comme il fait à toutes les BD d'ailleurs. De faire vivre une aventure qu'il n'a pas vécue, je sais pas à quel point... Torgal en tant que gestionnaire d'armée puis gestionnaire de ville, là, Torgal le maire, je suis pas sûr. Mais le jeu était super bon, ça fonctionnait bien, mécaniquement, c'était une merveille, il était rendu balancé. Les meilleurs fans d'un produit, ça peut vite devenir tes pires fans. Et les fans de Torgal, ils veulent revivre chacune des BD de la façon qu'ils se sont produites. C'était vraiment un produit que je marchais sur des œufs. La chose qui m'a le plus étonné, c'est que 9 personnes sur 10 à qui je parlais de Torgal ne savaient pas c'était qui. Ils connaissaient Conan, ils connaissaient Rahan. Torgal, c'est moi qui leur faisais découvrir. Donc, c'était un peu décourageant de voir à quel point, même dans un milieu geek, des conventions, des gens qui connaissent Star Wars, Harry Potter, etc., mais Torgal, c'était trop vieux. J'avais essayé de faire un mode campagne, puis j'ai abandonné là-dessus. Je me suis dit, c'est plus un jeu viking. Je trouvais ça dangereux de travailler avec une propriété intellectuelle. Et enfin, Goldblivion. Donc, lui, il s'appelait Lingoblivion pendant longtemps parce que le but du jeu, c'était de faire 10 lingots d'or. Le thrill de Goldblivion, c'est qu'on pouvait utiliser son or pour acheter des cartes ou pour acheter des points de victoire. Donc, on avait le choix à faire. Soit j'accélère mon engin parce que c'est de l'engine building, ou soit j'y vais pour la victoire. Qu'est-ce que c'est Goldblivion? Oui, c'est Goldblivion War dans lequel j'ai rajouté des cartes. Goldblivion War, après 4-5 parties, je disais qu'on tournait en rond. J'avais réglé ce problème-là en ajoutant beaucoup de cartes. Tellement que ça en était devenu un double deck builder. Donc, on avait à balancer un système de combat avec un système économique. J'aime le sentiment qu'on commence pas très bon et qu'on s'améliore à l'infini. Et ça, Goldblivion le faisait super bien en étant un deck builder auto-nettoyant. Quelqu'un qui est familier avec les deck builders sait qu'il faut détruire ses cartes de début de partie. Même les débutants en deck building aiment Goldblivion parce qu'il faut détruire sa pire carte au début de chaque tour pour en créer une ressource. Les cartes que tu achètes, tu les vois revenir très vite. Ça marchait super bien, sérieusement. Le deck building auto-nettoyant, wow! Ça marchait avec les débutants puis ça marchait avec les experts. C'était parfait. Comment j'arrive à trouver des mécaniques uniques? Ben, j'ai la chance d'être ami avec Sylvain de l'école du jeu. Depuis le projet Goldblivion, on a découvert qu'on habitait pas loin l'un de l'autre. Finalement, on s'adonne bien puis les deux, on a un intérêt à jouer des nouveaux jeux. Et on baigne dans la nouveauté. Donc, il m'a beaucoup aidé. Sylvain, il m'aide même plus que pour le playtest. Moralement, il... Tu m'as pris beaucoup de travail, toi. Tiens, prends ça! Moralement, des fois, je me remets en question, puis lui, il est là. Ah, vas-y, Jeff, t'es capable. Fait que c'est un bon pote. Donc, j'avais une base qui était fonctionnelle, et là, ce qu'il fallait faire, c'est playtester. Parce que oui, je voulais le présenter à mes distributeurs pour avoir leur avis. Donc, j'avais testé des plateaux ronds. Je sais pas pourquoi, j'en ai une panoplie. Je trouvais ça beau, des jeux avec des plateaux ronds, puis j'ai essayé une couple de versions, même double side. C'est joli, mais ça marchait pas pour ce projet-là. Quand je dis qu'il y a eu beaucoup d'équilibrage, il y en a eu en tabarouette. Faut pas hésiter, pendant la partie, à prendre en note ce qui fonctionne pas tout de suite. Attendez pas, c'est trop tard après la partie, vous allez oublier des choses. Jeff Savoie, qui est un des deux pions, organise l'événement Le Délirium ludique.
C'est là que j'ai présenté le jeu pour la première fois. Faut pas hésiter non plus à faire jouer des gens qui jouent à beaucoup de jeux. Les conventions de ce type-là sont parfaites pour aller chercher des conseils puis des bons trucs pour finir ces jeux. Vous voyez ici, j'ai fait jouer JP Doyon de l'école du jeu, JP Auclair de la Pioche. À ce moment-là, c'est là que j'ai pris aussi une décision pour un nom. Je m'étais fait des tableaux. J'ai passé des nuits blanches, honnêtement, à trouver le nom du jeu. Donc, j'ai commencé à faire mes visuels. Donc, je dessine tout le temps un petit peu dans mes cartables à dessin. Anecdote, la carte de la mine, c'est un peu un symbole, c'est un clin d'œil à McDonald's. Là. On voit ici, ça a l'air d'une liqueur. Ici, il y a des frites, mon Dieu. Je trouvais ça drôle. J'ai écrit à McDonald's Canada pour savoir si j'avais le droit. Eux, ils ont renvoyé ça à McDonald's World. Puis finalement, c'est mon distributeur qui me dit « Ben non, c'est de la parodie, t'as le droit. » D'autres dessins. Vous voyez, souvent, je pars d'un croquis. Avec Photoshop, je repasse vraiment beaucoup de fois. Il y a beaucoup d'itérations. Donc ici, j'avais utilisé ma copine pour la pause, que finalement, c'est devenu ça ici. On prend tout l'aide possible. Ça, c'est ma sœur Nathalie qui est devenue l'Amazon. Ça, c'est mon ancien coloc qui m'aide beaucoup avec les playtests. Donc, vous voyez, je l'ai pris pour le visage de l'elfe ici et ici pour la pose pour le garde. Donc, j'ai changé beaucoup l'interface des cartes du jeu, puis même l'iconographie. Vous pouvez voir comment les symboles, on les revoit d'une carte à l'autre, mais différemment. Ça, c'est ma version un peu finale. Puis mes cartes de départ, ils ont un tour blanc, puis on les voit vite lorsqu'on fait la mise en place. Donc, c'est là que j'ai décrété que les cartes de combat allaient être plus petites que les cartes colonies. Donc, c'était facile de distinguer les deux paquets. Plus tu joues, plus tu veux accélérer la mise en place puis le flow du jeu puis qu'il n'y ait pas de frein pendant la partie. Donc, j'ai approché mon distributeur finalement avec une version du jeu que je trouvais suffisante. Je restais dans le deck building, ce qu'on me connaissait bien, et le Medieval Fantasy. Moi, avec Donjons, Dragons et Magic, c'était quelque chose qui me parlait plus. J'avais essayé beaucoup de thèmes. Vous pouvez le voir dans ma vidéo précédente. Puis finalement, je suis revenu à la Medieval Fantasy. Parfois, il faut écouter la petite voix dans notre cœur. C'est aussi simple que ça. Mon distributeur aussi m'a amené des très bons points. Suite à la controverse de la cancel culture puis du MeToo, j'avais des trucs à changer. La fille sur les genoux ici, tu enlèves ça. C'est quelque chose de macho qui passe plus. Un gars qui en fouette une autre non plus. Ça rappelle à l'esclavage. Et dans mon ordre des tours, la première étape de chaque tour, c'était de coloniser. Ils m'ont fait changer coloniser pour le développement, une phase développement. Vous pouvez voir, j'ai enlevé la fille sur les genoux et ben là, il fait juste tirer dessus. « Hey, va travailler! » Puis ici, dans le fond, c'est devenu une phase développement. Un autre point que Joël Gagnon m'a amené, il m'a dit « Ton prochain jeu, essaie de l'amener jusqu'à 4 joueurs. » Donc, mes jeux d'avant, il avait toujours été 1 à 2 joueurs. Puis là, j'ai fait... J'avais jamais même pensé que ça pouvait monter jusqu'à 4 joueurs. Donc, j'ai fait mes premiers playtests publics à 4 joueurs. J'ai adapté les règles entre les parties. Les gens autour de la table, ils m'ont vraiment beaucoup aidé. C'était vraiment pas parfait, mais c'était un événement qui s'appelle le ProtoFest. C'était un événement fait pour essayer le mode 4 joueurs. Donc, on a refait des itérations par rapport au fait que c'était rendu à 4 joueurs. Il a fallu refaire beaucoup de balancing. Et là, on s'est mis à le playtester partout. On allait à toutes les conventions possibles. Oh, ici, j'avais fait jouer le professeur Board Game avec son équipe. Il était gentil, il était venu nous voir. Ici, c'est Martin Montreuil de la Société des Jeux. Il est vraiment sympathique aussi. On joue tout le temps. Vous voyez, ici, on est en camping, puis on joue. Et ici, c'est Noël, puis on joue. Le jeu, mine de rien, plus tu le joues, plus tu prends en note ce qui fonctionne pas, plus il s'améliore. C'est sur la table que ça se passe. Ensuite, j'ai participé à des concours avec la Créazone. Donc, de le faire jouer à des gens de l'industrie, ça peut vraiment faire valider des choses rapidement. Valider ou invalider. Donc, j'ai essayé beaucoup de choses pour la couverture, comme vous pouvez voir. Bref, rendu au Kickstarter, j'étais rendu avec une version un peu plus mollo de l'arc-en-ciel qu'il y a là. Moi, je l'aimais l'arc-en-ciel, mais ça passait pas auprès des gens. Ça aussi, je l'aimais quand même, le gars badass avec la tête de gobelin au-dessus d'un épée, mais ça l'aurait repoussé des mamans qui auraient peut-être voulu acheter autrement leur jeu pour leur enfant. Donc, vous voyez, ça, c'est parmi mes dernières itérations. Ça s'améliorait. On travaille beaucoup la composition d'images. On essaie d'être attirant. Ça, c'était la dernière version de la pochette. Vous voyez, c'était... la version 57. Ensuite, j'ai fait ma campagne Kickstarter. Une fois qu'on a l'argent du Kickstarter, là, on peut fabriquer le jeu. J'essaie de faire de quoi de nouveau par rapport à mes projets précédents tout le temps. Donc, d'avoir des custom ici, je trouvais ça intéressant. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir pris le temps de regarder ces vidéos. J'espère en éclairer quelques-uns dans leur projet. Moi, si ça vous permet de retomber dans un projet que vous aviez abandonné puis de le remettre de l'avant un peu, déjà, je suis content.
Je vais continuer de vous parler de mécanique, de fine-tuning, d'iconographie, d'édition à travers d'autres vidéos. À la prochaine et abonnez-vous!